Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode spécial du podcast Le Saviez-vous. J'espère que vous allez bien et comme à l'accoutumée, je vous propose aujourd'hui un épisode spécial un peu plus long où je vais vous parler d'un sujet en particulier. Avant de commencer, avant de vous annoncer le sujet, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire, un petit like, peu importe la plateforme sur laquelle vous vous trouvez. Maintenant que c'est fait, que vous avez pris le temps de cliquer sur le petit bouton abonnement, on va tout de suite commencer le sujet. Je vais tout de suite vous annoncer le thème du jour. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du vol Helios Airways 522 qui s'est écrasé malheureusement pour eux le 14 août 2005. Alors je sais que parler de crash, c'est pas forcément évident. Je sais que ça peut angoisser beaucoup de personnes. Mais en fait, le fait de parler de crash, le fait d'en connaître les raisons dans le monde de l'aérien, c'est ultra important parce que cela permet de corriger des erreurs sur les appareils, de corriger les erreurs sur les possibilités, techniques, sur les compétences des équipages afin d'éviter que ça recommence. Du coup, si vous faites partie de ces personnes qui angoissent rien qu'en entendre le mot crash d'avion, je m'excuse par avance, mais néanmoins, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de l'épisode parce que cette histoire du vol Helios est considérée comme l'une des histoires les plus malheureusement improbables dans les crashs d'aviation. C'est digne d'un film, d'un blockbuster américain et rien que pour ça, ça vaut le coup de connaître cette histoire. Alors restez bien accrochés et je vous raconte ça tout de suite. Alors il faut donc, comme je le disais au tout début de cet épisode, remonter le 14 août 2005 avec le vol Helios Airways 522. Donc c'était un vol avec un Boeing 737-300 qui est parti de Chypre, de l'aéroport international de Larnaca, et que se dirigeait alors vers Prague avec une escale technique à Athènes. Malheureusement, cet avion n'atteindra jamais Athènes et finira écrasé sur une colline près de Marathon, à 40 km au nord-est d'Athènes en Grèce. Malheureusement, pour les passagers qui se trouvaient à bord, on comptait alors 115 passagers, dont malheureusement 22 enfants âgés de moins de 18 ans, ainsi que les 6 membres d'équipage. Aucun d'entre eux n'échappa malheureusement à la mort lors du crash. Mais alors, que s'est-il passé exactement ? Pourquoi cet avion s'est finalement crashé peu de temps après son décollage ? Avant de rentrer dans les détails sur ce qui s'est réellement passé à l'intérieur de cet avion, je vous disais au début de l'épisode que ce crash, ce drame du monde de l'aérien est assez impressionnant et digne d'un film de science-fiction car le drame a été vécu malheureusement en direct. Le vol de la compagnie Helios a donc décollé à 9h04 heure locale de l'aéroport de Chypre à destination de Athènes pour ensuite normalement poursuivre sa route vers l'aéroport de Prague. Peu de temps après son décollage, alors que l'avion est à ce moment-là au niveau de son vol de croisière, donc environ à 10 000 mètres d'altitude, la tour de contrôle au sol perd tout contact radio avec le vol Helios. Je vous rappelle le contexte de l'époque, on est en 2005, on est 4 ans après les attentats du 11 septembre et à ce moment-là, les autorités grecques ont une crainte, c'est qu'il s'agit en fait d'un détournement. Et afin d'éviter tout problème et tout drame comme cela a été vu à New York à ce moment-là, quelques années au plus tôt, les autorités grecques décident d'envoyer deux F-16, deux chasseurs et F-16, à la rencontre du vol Helios 522. Ainsi, ces deux F-16 volent tout droit vers ce vol Helios, pensant potentiellement trouver, voire à bord du moins, un détournement avec des terroristes. Mais cela n'a pas été le cas et c'est là où ils ont été complètement surpris de ce qu'ils ont trouvé. En fait, de leur hublot, de leur poste de pilotage dans leur chasseur, les militaires n'ont absolument rien vu à l'intérieur. Et quand je dis rien vu, c'est tout simplement qu'ils n'ont vu aucun passager, aucun pilote qui pilotait alors l'avion
tel un avion fantôme qui volait dans le ciel. Et c'est seulement en se rapprochant au plus près de ce Boeing que les militaires se sont rendus compte qu'en fait, oui, il y avait toujours des gens à bord et que non, il ne s'agissait pas de piraterie, mais qu'en fait, tout le monde à bord était totalement inconscient. Tout le monde sauf une personne, un steward. Et ce steward, en fait, ils l'ont vu avancer dans l'avion jusqu'à se retrouver dans le poste de pilotage et essayer de prendre les commandes. Malheureusement, au moment où ce steward a voulu prendre les commandes, l'avion, qui alors était en vol depuis un certain moment, est tombé en panne d'essence et c'est ainsi qu'il a terminé son vol contre une montagne au nord de Marathon. Mais alors, que s'est-il passé à bord de cet avion pour que celui-ci finisse contre une montagne 3 heures après son décollage? En fait, au moment du décollage, les pilotes ont eu ce qu'on appelle une master alarm. C'est en fait une alarme qui se déclenche lorsqu'il y a un problème majeur à bord de l'appareil. Et les pilotes, malheureusement, ont mal interprété la source de cette alarme. Pour eux, il s'agissait en fait d'une alarme qu'on dit de configuration de décollage et n'ont pas compris alors qu'il s'agissait en fait d'une alarme liée au fait que la pressurisation de l'avion n'avait pas été activée. Et c'est ainsi en fait que les pilotes ont continué à monter en altitude sans se rendre compte que l'air dans l'avion allait commencer à disparaître. Et c'est pour ça que tout le monde, avec la montée en altitude, a fini par devenir inconscient, car je vous rappelle que plus on monte en altitude, et moins l'air est dense, et donc au moins on respire correctement, et on finit par devenir inconscient et tomber dans les pommes avant de mourir d'asphyxie. Et rappelez-vous, au début de l'épisode, un peu plus tôt, je vous ai dit que les F-16 ont vu un membre d'équipage, un steward, réussir à rejoindre le poste de pilotage quelque temps avant que l'avion tombe en panne de carburant. Et bien, tenez-vous bien, ce membre d'équipage qui se nommait alors Andreas Prodomu, donc âgé de 25 ans en 2005, et bien ce steward était également un pilote professionnel mais non qualifié sur le Boeing 737. Et ce pauvre steward s'est retrouvé sur ce vol alors qu'il n'y était pas prévu initialement parce qu'il voulait travailler avec sa copine, avec sa petite amie qui était l'une des hôtesses de l'air également présente sur ce vol. Et ce pauvre steward, lui, a réussi à rester conscient parce qu'il avait réussi à se saisir d'une bouteille d'oxygène avant de devenir inconscient, avant de perdre conscience liée au manque d'oxygène. Et il a tenu comme ça 3 heures grâce à 3 bouteilles d'oxygène et il a ainsi réussi à se diriger tant bien que mal jusqu'au poste de pilotage. Une fois dans le poste de pilotage, grâce à l'enregistrement des boîtes noires, on s'est rendu compte qu'il a essayé d'envoyer 5 Mayday à la radio. Et je vous rappelais que ce steward était également un pilote professionnel, donc potentiellement il aurait pu faire atterrir cet avion grâce au soutien, devrais-je dire, du sol, de la tour de contrôle. Mais malheureusement, la radio était encore restée branchée sur une mauvaise fréquence, sur la fréquence de départ, donc de l'aéroport de Chypre. Et en fait, ces Mayday sont restés sans réponse. Et ce steward a fini, comme le reste des passagers, à devenir inconscient, à tomber dans les pommes, car la dernière bouteille d'oxygène qu'il avait sous le bras a fini par s'épuiser. L'enquête menée par le Bureau d'enquête accidents et de sécurité aérienne de Grèce a également démontré qu'en fait ces mêmes appareils, un an plus tôt, en 2004, avaient déjà subi une dépressurisation en croisière, en plein vol, car la porte arrière de l'avion s'était entrouverte en plein vol. Et oui, vous voyez comme quoi c'est également possible. Heureusement, en 2004, cela n'avait pas eu de conséquences et cela avait été réparé alors à l'atterrissage une fois que l'incident avait été relevé. Et également, quelques heures avant le décollage, une vérification technique avait eu lieu
sur une porte, également toujours sur le même appareil, car cette porte avait montré un défaut d'étanchéité sur le vol précédent, sur le vol avant celui qui s'est écrasé, car cette porte s'était mise à trembler durant le vol et de la glace s'était formée au niveau de la poignée. Et en fait, suite à cette vérification technique, la commande de pressurisation à l'intérieur du poste de pilotage avait été mise sur manuel, donc il fallait activer manuellement la pressurisation et ceci avait été fait dans le but d'effectuer le test au sol. Malheureusement, le bouton de pressurisation n'a pas été remis sur automatique, comme cela est normalement fait afin que ça se déclenche automatiquement et c'est ce qui a au final conduit au crash du vol Helios 522. Comme je vous le disais au début de l'épisode, malheureusement dans les situations comme celle-ci, dans les accidents comme celui que je viens de vous raconter, on apprend à la fin des erreurs et c'est en fait typiquement ce qui se passe ici. C'est ce qu'on appelle dans l'aérien la théorie du gruyère. Alors imaginez-vous un gruyère, ça a des trous, mais normalement on ne voit jamais le trou, entre guillemets, traverser totalement le gruyère. On voit une paroi au milieu à un moment donné. Et ben dans l'aviation, c'est exactement la même chose. C'est en fait un enchaînement de petites erreurs qui produisent au final un drame. Et en fait, cette petite paroi que je vous ai parlé juste avant dans le gruyère, c'est ce qu'on appelle l'élément qui permet de rectifier les erreurs et qui permet d'éviter en fait le drame et les problèmes techniques et le crash comme ça a été le cas dans cette histoire. Et c'est pour ça que dans l'aviation, dans l'aérien, tout le monde contrôle tout le monde. Et c'est pour ça que si par exemple le commandant fait quelque chose, alors le copilote va vérifier que le commandant ne s'est pas trompé. Et c'est pareil avec les stewards et les hôtesses. Avant qu'un steward puisse ouvrir une porte d'avion, une hôtesse de l'air vérifie que la porte a bien été désarmée, a bien été désactivée avant de l'ouvrir pour ne pas qu'un toboggan s'ouvre, etc., etc. On arrive à la fin de cet épisode spécial. J'espère qu'il ne vous a pas trop plombé. N'hésitez pas une nouvelle fois à vous abonner, à en parler à vos proches. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.